le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de semaine. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis sa newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealici Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joël, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Colombie, des manifestants protestent contre les blocages et les violences. Des manifestants vêtus de blanc sont descendus dimanche 30 mai dans les rues de Bogota, Cali et Medellín et dans d'autres régions du pays pour protester contre les fermetures de routes, les blocages et les violences qui secouent la Colombie depuis un mois. Voici un reportage signé France 24. Des fleurs blanches et des slogans pacifiques. À Bogota ce dimanche, le message de ces manifestants était clair, stop aux violences et retour au calme. Le but de cette marche est de montrer au monde, de montrer à la Colombie que tout peut se faire en paix. Nous voulons travailler, nous voulons poursuivre nos activités normales. Une partie de la population est exaspérée par les barricades et les blocages routiers qui provoquent des pénuries dans le pays. Je suis d'accord avec la grève, mais je ne suis pas d'accord avec les barrages routiers ou la violence, car cela ne construit rien dans le pays. Une manifestation de soutien à la politique du gouvernement qui n'est pas du goût de tous. De nombreux Colombiens sont favorables à la grève et plus largement au mouvement de contestation sociale qui agite différentes villes du pays depuis plus d'un mois. C'est un projet de réforme fiscale du président de droite Ivan Duque, un projet abandonné depuis qui en est à l'origine. À présent, les manifestants ont élargi leurs revendications et réclament notamment un salaire minimum, du travail pour la jeunesse minée par le chômage. Les négociations ont d'ailleurs repris ce dimanche entre représentants du gouvernement et manifestants. Des manifestants qui restent déterminés à lutter malgré les risques et la répression policière, alors que 13 personnes ont été tuées vendredi à Cali. L'Agence des Nations Unies a exprimé son inquiétude et réclamé une enquête indépendante. Dossier d'espionnage, la NSA a espionné Merkel et ses alliés européens grâce aux services danois, selon des médias. Les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe, dont Angela Merkel, de 2012 à 2014 avec l'aide des services de renseignement danois. Voici un reportage signé Euronews. Les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe de 2012 à 2014 avec l'aide des services de renseignement du Danemark. L'information a été rendue publique ce dimanche par la télévision danoise qui a enquêté conjointement avec plusieurs médias européens. Parmi les personnalités espionnées, Angela Merkel et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier. Cette affaire, confirmée par plusieurs sources, coïncide avec les révélations d'Edward Snowden en 2013. Cet employé de la NSA, devenu lanceur d'alerte, avait alors révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications, visant notamment les Allemands et le téléphone de la chancelière en particulier. Selon l'enquête, la NSA s'était branchée sur des câbles de télécommunications danois pour espionner des responsables de premier plan et des hauts fonctionnaires en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France. Les services américains auraient ainsi pu accéder aux SMS et aux appels téléphoniques, au trafic Internet et aux services de messagerie de leaders politiques. La ministre danoise de la Défense, Trine Bramsen, aurait été informée de cette affaire en août 2020 et a déclaré à l'AFP que l'espionnage systématique par des alliés était inacceptable. Le retour d'une troisième vague de coronavirus en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, de nouveau sous de strictes restrictions sanitaires, officiellement confrontée à une troisième vague de contamination à la Covid-19. L'Afrique du Sud remet en place des mesures de restrictions sanitaires strictes. Voici un reportage signé Africa News. Officiellement confrontée à une troisième vague de contamination à la Covid-19, l'Afrique du Sud remet en place des mesures de restrictions sanitaires strictes. La proportion de tests de Covid-19 qui sont positifs a plus que doublé au cours du mois dernier. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que le pays tout entier n'entre dans une troisième vague. De nouvelles restrictions sont nécessaires pour que les établissements de santé ne soient pas submergés et que des vies qui pourraient être sauvées ne soient pas perdues.
4 provinces sud-africaines sur 9 sont frappées par la 3e vague d'infection. Parmi elles, Gauteng, qui abrite Johannesburg et Pretoria, 2 des villes les plus peuplées du pays. Le président Cyril Ramaphosa a donc annoncé lundi l'établissement d'un couvre-feu nocturne dès 23h, soit 1 heure plus tôt qu'auparavant. Les magasins, bars, restaurants et salles de sport non essentielles devront fermer à 22h. En tant que continent africain, nous poursuivons nos efforts pour développer notre capacité de fabrication de vaccins en vue d'être autosuffisants dans ce domaine. Nous disons cela parce que l'ensemble du continent africain n'a fait vacciner que jusqu'à 2% de sa population. De visite en Afrique du Sud, le président français Emmanuel Macron a abordé avec Cyril Ramaphosa la question de l'accélération des vaccinations. La suppression des brevets sur les vaccins contre le coronavirus serait, pour le chef d'État sud-africain, un moyen d'en finir avec ce qu'il appelle l'apartheid vaccinal, qui permet aux pays riches d'acheter la plupart des doses de vaccins. Nous resterons toujours en Afrique, cette fois-ci direction le Mali, suspendu de la CEDEAO. Après le coup d'État militaire, les chefs d'État ouest-africains ont décidé dimanche au Ghana de suspendre le Mali de l'organisation sous-régionale commune après un double coup d'État militaire. Voici un reportage signé Euronews. La dizaine de pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de suspendre le Mali de l'organisation ce dimanche. La CEDEAO sanctionne le pays après le coup d'État militaire de la semaine dernière, le 2e en 9 mois. J'exhorte vos excellences à rester déterminés à soutenir le peuple malien pour trouver une solution pacifique et rétablir la démocratie et la stabilité dans le pays. À cet égard, nous devons examiner de manière critique la dynamique de la situation actuelle et prendre des décisions éclairées. Et ainsi profiter de cette occasion pour réitérer, au nom de la CEDEAO, notre engagement continu à la transition pacifique au Mali. Les membres de la CEDEAO réclament la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile et exigent la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition. La CEDEAO n'a en revanche pas réclamé le rétablissement des ex-présidents et premiers ministres dans leurs fonctions. Coup d'œil sur le massacre de Tulsa dans l'Oklahoma aux États-Unis. 100 ans après, les Américains commémorent le massacre de Tulsa. Moins d'une semaine après le premier anniversaire de la mort de George Floyd, les États-Unis commémorent un autre crime racial, celui du massacre de Tulsa, Oklahoma. Le 31 mai et 1er juin 1921, des émeutes dans le quartier noir de Greenwood se sont soldées par la mort de près de 300 Afro-Américains. 100 ans plus tard, les familles réclament toujours justice. Voici les précisions avec un confrère de la RT, Guilherme Rossi, dans ce dossier spécial. On écoute ensemble. Nous sommes en 1921 à Greenwood, une banlieue d'environ 10 000 âmes au nord de Tulsa, la deuxième plus grande ville d'Oklahoma dans le sud des États-Unis. Il se trouve que Greenwood est un quartier noir et même l'un des plus prospères du pays, attirant de riches entrepreneurs noirs et jouissant d'une économie florissante. On surnomme même cet endroit le Black Wall Street of America. Enfin, ça c'est le nom donné aujourd'hui, car à l'époque, on parlait plutôt dans la presse locale de Negro Wall Street. Car oui, nous sommes dans les années 20 et le racisme et la ségrégation sont toujours de mise à Tulsa. À ce moment-là, la loi Jim Crow, qui interdit aux Noirs d'accéder aux bâtiments réservés aux Blancs, y a encore cours. De plus, la réussite de Greenwood apparaît comme une insulte aux yeux de nombreux habitants blancs, notamment ceux revenus de la Grande Guerre et qui souffrent de la concurrence noire sur le marché du travail. Ajoutez à cela la présence du Ku Klux Klan et vous avez là tous les ingrédients du cocktail explosif qui va mener aux événements qu'on a appelés le massacre de Tulsa. Le 30 mai 1921, Dick Rowland, un cireur de chaussures afro-américain de 19 ans, trébuche malencontreusement sur Sarah Page, 17 ans, et surtout blanche. Dès le lendemain, il est arrêté. Pour vous donner une idée de l'ambiance qui règne à ce moment, le Tulsa Tribune titre ce jour-là, je cite, « Un nègre attrapé pour avoir attaqué une fille dans un ascenseur ». De là, tout s'emballe, une foule blanche réclame Rowland pour le lyncher, des patrouilles noires armées s'organisent pour les en empêcher, les deux groupes se font face, un premier coup de feu est tiré, la suite, c'est Viola Fletcher, plus ancienne survivante, qui la raconte. La nuit du massacre, j'ai été réveillée par ma famille, mes parents et mes 5 frères et sœurs étaient là. On m'a dit que nous devions partir et c'est tout.
Je n'oublierai jamais la violence de la foule blanche lorsque nous avons quitté notre maison. Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus, des corps noirs gisant dans la rue. Je sens encore la fumée et je vois encore le feu. Je vois encore des commerces noirs brûlés. J'entends encore les avions voler au-dessus de nos têtes. J'entends les cris. J'ai vécu au quotidien avec le souvenir de ce massacre. À l'aube du 1er juin, Greenwood est envahi par une foule blanche de plusieurs milliers de personnes. Le quartier est presque entièrement rasé, les commerces sont pillés, quelques 1250 logements sont détruits, parfois à l'aide d'avions lâchant des bombes incendiaires, une demi-douzaine d'églises, une école, le seul hôpital de la ville et plus de 130 entreprises sont réduites en cendres. Le bilan humain officiel est de 45 morts. En réalité, un rapport de 2001 le réévalue entre 100 et 300 victimes et il pourrait être bien plus élevé encore. Les habitants de Greenwood, eux, n'ont jamais obtenu réparation. Greenwood aurait dû être ma chance de réussir dans ce pays. En quelques heures, tout ceci a disparu. Je suis ici pour demander justice et je demande à mon pays de reconnaître ce qui s'est passé à Tulsa en 1921. À cause du massacre, ma famille a été chassée de notre maison. Nous n'avions plus rien. Nous sommes devenus des réfugiés dans notre propre pays. Cette histoire longtemps oubliée est réapparue au début des années 2000 et le 100e anniversaire du massacre de Tulsa revêt une symbolique toute particulière aux États-Unis, alors qu'un autre anniversaire, celui de la mort de George Floyd, il y a un an, vient d'être commémoré. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi 31 mai 2021. Aujourd'hui, c'est le Memorial Day, le langage américain, le jour à la mémoire des soldats qui ont combattu pour les États-Unis. Eh bien, c'est aujourd'hui, mardi, c'est plutôt lundi 31 mai. 31 mai, voilà. Et la nuit du 31 mai a été une nuit de peur pour les Afro-Américains de Tulsa en 1921. Eh bien, les Afro-Américains vont célébrer ça demain aussi. Eh bien, côté température pour ce aujourd'hui, Boston, 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Production Edprod, réalisation Télé Beltop pour le cours de la radio évangélique Hosanna à Jacmel. Regardez Télé Beltop sur Roku 24 heures sur 24. Présentation Erlich Dorelas depuis la Newsroom, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.